Salut les amis, j'ai le grand plaisir d'accueillir un illustre docteur, le célèbre Didier Raoult. Et non, en fait, il est encore plus connu, c'est le docteur Bruce Banner qui vient nous raconter comment sa Rolex Submariner 116-610 LV s'est transformée en loup Ferrigno. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Stéphane, ça va? Salut Xavier, bah écoute, ça va très très bien, ravi de te rencontrer. Bah écoute, moi je suis ravi de t'accueillir surtout. Je t'appelle Stéphane ou je t'appelle Lou? Bah, écoute Stéphane, ça me va très très bien, je ne sais pas si j'arriverai à porter le nom de Lou. Alors pour les plus jeunes, Lou Ferrigno, c'est évidemment Hulk, c'est lui qui se transforme en cette bête, cette créature toute verte. Est-ce qu'on peut appeler la Submariner comme ça? Je sais pas. Tu nous la montres cette belle montre? Eh bien écoute, avec plaisir. Et pendant que tu l'enlèves, est-ce que je peux l'essayer? Ah bah, Et je avec te laisse grand réfléchir. plaisir, grand plaisir. Merci. Écoute, dans l'idée en fait, cette montre, comme beaucoup de Rolex, porte un surnom. On a eu la 16610 LV qui a porté le petit nom, le doux nom de Kermit. Et puis cette 116610 LV qui est arrivée en 2010, il me semble, qui a une lunette céramique verte et puis son fond soleillé vert également. Tout simplement, je pense que le surnom de Hulk lui va très très bien puisque on a toutes sortes d'ensoleillement qui apparaissent sur le cadran et qui lui donnent cette couleur spécifique. Est-ce que ça veut dire que l'adjectif magique pour la caractériser, ce serait quoi? Ce serait soleillé? Ah non, je te l'ai donné celui-là, Ouais, faut en trouver un autre. ça aurait pu être ça. Moi, je dirais plutôt flamboyant. Flamboyant plutôt même pour cette montre, puisque effectivement, selon la situation, l'endroit où tu la portes, eh bien, tu peux la voir presque noire. Et puis à d'autres moments, tu vas avoir un éclat au niveau des couleurs qui va être vraiment incroyable et qui va la rendre presque un vert électrique. Est-ce que tu as vu qu'elle me va bien? Ouais, Hein, justement, elle te va très très bien, très Hein? très bien. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps? À l'année de naissance de ma fille en 2016. 2016, d'accord. Qu'est-ce qui fait, on en reparlera tout à l'heure, à la fin, hein, mais tu as hésité un petit peu à venir présenter cette montre ou une autre Rolex qui est également avec une lunette céramique. Oui. Donc tu voulais te faire un cadeau pour la naissance de ta fille et puis pourquoi celle-là? Alors, effectivement, l'année de naissance de ma fille était une année plutôt agréable sur le plan financier. Mhm. Je me suis retrouvé avec un petit peu d'argent et passionné de montres et en particulier de la marque Rolex. Je me suis fait plaisir à ce moment-là. Je me suis payé plusieurs montres chez Rolex parce que toutes les trois me plaisaient et donc là, j'ai eu la BLNR. Donc la GMT noir et bleu, Mhm. ce qu'on appelle également la Batman. Et puis je me suis payé cette fameuse Hulk qui me plaisait beaucoup, qui était assez décriée d'ailleurs encore en 2015 et 2016. Et puis une autre que je trouvais formidable qui était la SD 4000, Ouais. mais en 6 chiffres. D'accord, ok. Quand tu dis décrier, tu parles de la carrure, de la taille un peu musclée des nouvelles Submariner, qu'elles soient vertes ou pas vertes, ou tu parles de la couleur du cadran vert. Alors justement, hein, c'est exactement le dernier point. On est sur une couleur qui est à ce moment-là beaucoup trop criarde pour les amateurs de l'ancienne version, la 16610 LV, qui avait un fond noir et une lunette, une petite lunette qui est en aluminium vert, qui était plutôt olive, tu vois. Donc là, effectivement, on se retrouve avec une montre qui est assez voyante. Et ça plaisait pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, visiblement, elle est très très demandée. Ouais, est-ce que tu te souviens d'où ça venait? Là, je comprends que le sujet, c'était finalement, tu as eu le double effet, hein, négatif, entre guillemets, c'est-à-dire le verre qui n'est pas le même parce que la lunette passe de l'aluminium à la céramique, Oui. donc plus brillant, donc probablement plus clair, voilà, par rapport à la Kermit. Tu l'as eu la Kermit, toi, il me semble, hein, tu Exactement. m'avais raconté Ah ouais. ça, hein.
Prochainement, il y a un épisode de Petite Montre entre amis qui est prévu sur une Kermit, pas avec Stéphane, puisque tu ne l'as plus. Donc tu avais à la fois tout vert par rapport à l'ancien, et le Ouais, fait que le vert n'était pas le même. exactement. Ouais, mais Exactement. c'est qui s'excitait quand même comme ça sur le truc? C'est Bon, un peu la Rolexosphère. là, en l'occurrence, c'était peut-être ceux qui ne pouvaient pas l'offrir. Ouais, Après, tu as ceux qui n'apprécient absolument pas justement le nouveau design, la boîte qui est effectivement un peu plus large, le fait qu'on soit passé à la céramique, le fait que tu aies deux couleurs, puisqu'en fait ton fond et puis ta couronne, enfin pas ta couronne mais ta lunette, ouais. ont des nuances différentes. Alors qu'avant c'était bien tranché, c'était noir et vert. Ok. Donc 2016, tu l'as acheté neuve? Oui. On monte tambour. Et comment ça s'est Bah, écoute, fait tranquille? Tu t'es pointé, t'as dit bonjour, et t'es reparti avec? Ou ça a été le chemin de croix, etc. Eh bien, écoute, à l'époque, en fait, je suis passé par un sorte de chasseur de montres. Ouais. J'ai pris contact avec lui et je lui ai dit, voilà, je cherche cette montre-là, est-ce que vous pouvez me l'avoir assez rapidement ou pas? Parce qu'elle n'était pas dispo à l'époque? Alors, elle commençait à se faire de moins en moins disponible Ah, ok. en 2016. Et un mois après, il me rappelle, il me dit, j'ai votre montre, au prix boutique. Donc, Et comment il gagne sa vie alors? bah, je pense qu'il doit aller toucher un petit peu moins cher que le prix boutique. Tu passes par un gars, il te cherche une montre, comme un chasseur d'appart, Ouais, lui, en fait, il gagne sa vie potentiellement, et même a priori sûrement, en fait, sur le différentiel entre le prix boutique et la marge de l'AD. c'est exactement ça. Et cette même personne, je l'ai recontactée il y a 2 semaines Ouais, pour une autre version, donc pour une James Cameron, ouais. une toute dernière. Hum. Et là, par contre, il me dit, attention, celles-ci maintenant sont revendues beaucoup plus cher que le prix catalogue. Donc là, pour le coup, il me prévient. Il me dit, je peux t'avoir la montre, peut-être, Hum. ou peut-être pas, mais avec 2 000 à 3 000 euros de différence sur le prix catalogue. Ouais. Donc en fait, en 4 ans, l'histoire a complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, tu cherches une Hulk comme ça en boutique, on va te dire, monsieur, on n'en a pas pour vous. C'est Il va exactement y ça. avoir la liste d'attente, il va y avoir quelque chose, etc. Sauf Ouais. si tu as de bonnes relations avec un AD en particulier à Ouais, qui tu as déjà acheté des montres. C'est ça. Il faut avoir vraiment pour habitude d'aller toujours chez le même AD, d'acheter régulièrement des Rolex, enfin, Ouais. d'être devenu vraiment Ouais. un intime quasiment Ouais. d'un AD. Mais effectivement, tu le relèves souvent dans tes émissions, c'est que chez Rolex, depuis quelques années, là, ça devient vraiment pénible. Il faut s'inscrire sur des listes. J'ai eu la chance dans le passé d'acheter des Rolex chez des AD sans passer par des listes. Aujourd'hui, soit je l'achète d'occasion récente, soit effectivement c'est un coup de peau pour cette dernière Rolex que j'ai achetée neuve. Ouais. En passant rapidement sur le sujet, donc tu as celle-là, tu as eu une Kermit, tu nous as parlé d'une Sea-Dweller, tu as eu d'autres Rolex? Ouais, j'ai eu plusieurs Rolex. En fait, j'ai commencé en 2007 par une 16610 avec lunettes noires. Ouais, En 2009, j'ai eu la 16610 LV. ouais, En 2005, j'ai eu une 16600. 16600. Bah, c'était une Sea Dweller Ouais. de 2005. bien sûr. Et puis ensuite, j'ai eu la Batman. Mhm. Et celle-ci, plus la toute dernière SD 4000 qui est en 40 mm, qui a été produite pendant 3 ans. D'accord, ok. Avec tout ça, donc tu es quand même un sacré collectionneur passionné, acheteur de Rolex neuves, ou à peu de choses près neuves, parce que la 116-610 Batman, Ouais. elle est sortie récemment, enfin, etc. Tu vois, c'est pas du vintage des années 80. La 116 710, je crois que Oui, c'est. pardon, excuse-moi. Ouais. Quel regard tu as justement sur cette évolution-là? Je veux dire, ou grosso modo, toi, ça fait ta première Rolex, tu l'as achetée quand? C'était en 2007. 2007, ok, donc en quasiment 15 ans, Ouais. tu vois, les 13 ans. Ouais. Voilà. Quel regard tu as où tu te dis, putain, c'est bon, quoi, je vais acheter une Rolex, je peux pas. Bon, écoute, Ça te fait quoi au fond de toi? alors, effectivement, ce qui est plutôt ennuyeux, c'est qu'à l'époque, tu trouvais une Rolex neuve en boutique aux alentours de 4 000 4 500 euros. J'ai pas souvenir que tout un chacun a son salaire qui a explosé, lui permettant aujourd'hui de faire un ratio entre ce qu'il Ouais, avait à bien sûr. l'époque et Ouais, aujourd'hui. ouais. Donc aujourd'hui, bah, une Rolex, si tu veux la même version que celle d'il y a 13 ans en arrière,
tu vas la payer en gros entre 10 et 12 000 euros. Tu vois. Mais sur le marché gris. Sur le marché gris, effectivement, elle est plus aux alentours de 9 000 euros. Ouais, mais regarde, non mais attends, une Submariner, tarif catalogue, c'est quoi? 6 900 aujourd'hui? Non, t'es bien plus élevé pour la 114 060, je crois que ça doit être ça la référence. Et la 116 610, je me demande si on n'est pas loin des 9 000. Oh non, je crois pas. Quelque chose comme ça. Je crois pas. Enfin, je crois pas. Dites-nous les amis, il y a sûrement des spécialistes des prix, etc. En tout cas, ce que tu veux dire, c'est que les prix ont fortement augmenté par rapport à ce que, on va dire, pourrait être l'inflation moyenne et les capacités des personnes à pouvoir se payer. Non, mais d'un autre côté, il y a 10 ans, acheter une montre à 4000 balles, c'est un happy few qui peut se payer ça. À 6, 7, 8 000 ou 9 000, c'est toujours pareil, c'est toujours un petit périmètre. Mais par contre, on ne peut pas. C'est ça. Voilà, on ne peut pas. C'est-à-dire que toi, tu vas voir ton indé ou tu appelles ton chasseur de montres. La chanson, elle est beaucoup plus compliquée, quoi. Même pour lui, elle est plus compliquée. Bien sûr. Bien sûr. On a pu en discuter tous les deux. Il m'a dit, écoutez, vous avez bien fait d'acheter votre montre il y a 3 ou 4 ans en arrière. Aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes facilités pour obtenir ces montres-là. Mais le mec, c'est une sorte de Stéphane Plaza de la montre. Je veux dire, il a pignon sur rue où il fait ça tranquillement dans son coin. Et puis, il s'avère qu'il a les bonnes entrées à droite à gauche. Je pense qu'il doit avoir des contacts un petit peu partout en Europe. Ouais. Et du coup, il arrive à obtenir des montres qui sortent directement, je pense, de chez des AD. Après, je ne suis pas au fait de ce qui leur permet de faire des transactions. À la limite, tu t'en fous, toi, du moment que tu trouves la montre que tu recherches. Moi, je la veux full set neuve. Donc, avec une facture, etc. Je n'ai pas envie de prendre de risque, par exemple, sur un produit qui vient de chez un faussaire. Tu vois. D'accord. Donc, pour moi, c'est important de mettre le prix pour être rassuré. Quel âge tu as, Stéphane? 51 ans. 51, vous voyez, on est de la même génération, puisque je viens d'avoir 50 ans. Moi, j'achète ni neuf ni en full set. J'achète que d'occasion et même encore plus du vintage. On est vraiment diamétralement opposés sur le sujet. Et c'est ça qui est passionnant, les amis, dans l'horlogerie, c'est que il faut tout dans ce moment. Tu m'avais parlé d'autres montres de ta collection. Notamment une IWC Anton Zimmer. Et parce que, pour la petite histoire, les amis, quand même, il faut en parler. Stéphane, il m'a contacté bien avant le début du confinement. Puis après, on s'est retrouvés confinés, donc on n'a pu rien faire. Et là, il me rappelle après, je ne dévoile pas de secret, il me rappelle après avec le déconfinement. Voilà. Donc je me suis dit, putain, il a dû acheter des montres, j'en suis sûr. Et non, il en a vendu. Et la IWC Anton Zimmer, elle a disparu. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ça. En fait, cette montre était vraiment extrêmement bien finie. Je me suis fait plaisir en début d'année. Je l'ai trouvée par l'intermédiaire de Chrono 24. Je crois qu'on peut les Tu peux citer. raconter à nos amis Anton Zimmer? À part Sophie Marceau, on a bien compris. Effectivement, je cherchais cette montre-là et c'était grâce à un film qui porte le nom d'Anthony Zimmer qui m'avait beaucoup plu, la musique, l'ambiance et aussi l'actrice, et qui portait cette montre que je trouvais vraiment absolument belle. Mais tu l'as acheté avant le film? Et non, parce que le film lui est sorti en 2005, il me semble, et ma montre, elle avait une semaine d'écart avec la sortie du film. Donc il y avait une histoire pour moi, et je voulais vraiment une montre qui soit sortie au moment de la sortie du film. Et donc, j'ai cherché sur Internet en regardant vraiment l'état des montres, et j'ai pu me faire plaisir en achetant cette montre-là. Donc quand tu l'as achetée, elle n'était pas devenue super branchée parce que le film venait de sortir encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est une montre qui est très recherchée, celle-là. Ah ouais, elle est particulièrement recherchée dans cette version dite panda inversée. Parce que donc, cadran noir avec les deux petits cadrans en blanc. Alors, c'est pas du blanc. Beaucoup pensent que c'est blanc, mais en fait, c'est argenté. Tu vois, et donc, en fait, c'est vrai qu'elle est plus produite. Je crois qu'ils ont arrêté de la produire en 2012. Alors pourquoi tu l'as vendue? Eh bien en fait je l'ai vendue tout simplement parce que j'aime bien maintenant la mécanique qu'il y a dans les montres. Et j'ai eu quelques montres avec des mouvements état. C'est de très très bons mouvements. Mais celle-ci, quand je la manipulais, je n'avais pas un bon feeling avec le mouvement alors qu'il fonctionnait parfaitement. Et tu vois, je m'en suis séparé pour ça. D'accord.
Bah oui, parce que le IWC portugaise chronographe, hein, c'est un C'est ça, chronographe, c'est ça. est effectivement équipé non pas d'un mouvement manufacture IWC, mais d'un ETA 77, 50, Ouais, 28, ou 92, je 77, sais pas. 55, ou Ouais, je sais bon, plus. voilà. Ok, ok. Bah, c'est triste ça. Elle te donnait l'heure quand même Ouais, ouais, ouais. précisément. Hein. Et puis je pouvais m'en servir comme chronographe pour faire cuire mes œufs durs. Je m'en servais pour ça, pour faire de la cuisine Ok. un petit peu. Je m'étais dit, tiens, un chrono, ça peut être sympa. Alors, je lui ai dit à Stéphane en arrivant, hein, c'est que de près, comme ça, j'en ai jamais vu de Submariner Hulk. Et c'est quand même assez rare. Hein. Je veux dire, c'est pas aussi rare que celle qui est bleue, hein, puis qu'en plus qui est en or blanc, donc Ouais. qui est quand même loin d'être donnée. Quel regard, puisque tu as depuis quasiment 15 ans hein, des Rolex, Ouais, ouais. est-ce que tu remarques une différence de regard, plus de questions, ou toujours parfois le même dédain, etc., avec cette Rolex toute verte? Qu'est-ce qu'il y a il y a un petit changement, il y a rien? Alors, quelle que soit la Rolex que j'ai portée, Ouais, je trouve qu'il y a très peu de personnes en fait qui reconnaissent. ah oui? Ah oui, il y a très très peu de... En tous les cas, le sentiment d'avoir très peu d'amateurs de montres autour de moi. Alors c'est vrai que je ne suis pas avec la montre vraiment apparente comme ça. J'ai souvent une chemise par-dessus, mais elle apparaît des fois. Et à part une ou deux fois où on m'a dit vous avez une belle montre, donc j'ai tout de suite compris que la personne qui m'en parlait, c'était pas juste parce qu'il a trouvé jolie. Je pense qu'il était connaisseur. J'ai très très peu eu de remarques de la part des gens. Ouais. J'avais eu une discussion un jour avec une femme par contre qui ne savait pas du tout ce que je portais comme montre, mais je lui parlais de ma passion et elle avait été assez agressive par rapport à ce que ça peut représenter en dépenses. Ouais. Et voilà, on n'a pas tous les mêmes façons de voir les choses par rapport au coût d'une montre de ce type, par exemple, Oui, d'une passion. ouais, ça c'est une sorte de débat sans fin que nous n'abordons pas sur la chaîne, puisque moi personnellement je m'en fous. Il y a des gens qui mettent des fortunes dans des pompes, dans des vêtements, dans des bagnoles, Dans des voyages, dans des tout cigares, simplement. dans des trucs, oui, dans des voyages. Non, mais chacun son truc. Ce qui compte, Exactement, toi, c'est ouais. que tu sois content avec la montre que tu portes. Exactement. C'est tout à fait ça, c'est un plaisir de la porter. Bon, c'est vrai que moi j'aime bien avoir plusieurs montres parce que je pense que je peux me lasser. Donc je varie les plaisirs. D'accord. Tu t'es lassé de la Kermit? C'est pour ça que tu l'as vendue? Non, non, à cette époque-là, en fait, la Kermit, je m'en suis séparé pour une histoire de fonds. J'avais besoin d'investir ailleurs. Ouais. Et je me suis séparé de cette très très belle montre. Tu l'as vendue à combien de temps? Alors je l'ai vendue en 2013 et je l'avais donc acheté en 2009. Est-ce qu'on parle de prix ou pas? Ah, bien sûr. Là, d'abord, tu parles de ce que tu as envie de parler. Hein. Bon, en 2009, cette montre-là, j'avais pu l'acheter chez un adé parisien qui avait bien voulu m'accorder une remise. Et Oula. ouais, ce qui était, Attention, là, c'est une autre époque encore. Hein. c'était incroyable. La montre était en boutique. La 16610 LV, c'était pas, encore une fois, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire chez Rolex n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Et donc, en fait, quand je me suis présenté en boutique pour cette montre-là précisément, eh bien, elle était disponible et la personne a bien voulu m'accorder une remise. Et je l'ai touché à 4 300 € à l'époque. D'accord. Et donc, je l'ai revendu en 2013 à 5 000 €, donc très peu de différence, mais je ne perdais pas d'argent. Ouais. Et aujourd'hui, on sait qu'elle a une valeur qui est aux alentours de 14 000, je crois, Ouais, parce qu'elle a été produite en très peu de temps. Hein. cette année. Ouais, c'est Ouais, ça. cette année. Mm. C'est la version anniversaire. J'ai une question pour toi. Cette Hulk, c'est un peu comment dire, le retour de la Kermit. C'est quoi? Tu vois une filiation entre les deux? T'aimes bien le vert? C'est le vert Alors, Rolex d'ailleurs, tu penses? Ouais. Pour moi, cette couleur, c'est vraiment la couleur qui représente Rolex. Je pense qu'ils ont utilisé cette couleur-là en rapport avec la Submariner qui fêtait ses 50 ans en 2003. Pour eux, c'était vraiment le clin d'œil. Et aujourd'hui, c'est devenu justement une couleur qu'ils font apparaître sur certains de leurs modèles. Et je trouve effectivement qu'il y a une filiation entre les deux. Hein. Pour moi, il n'y a que la Submariner 16610 et celle-ci qui Ouais, non, mais ça, c'est l'affiliation, d'accord, mais pour toi, est-ce que tu penses qu'une des raisons pour laquelle tu as acheté celle-là, c'est que tu regrettes la Kermit? Exactement. Ah, exactement. voilà, les gars, putain, faut que je lui pose 3 fois la question. Exactement, Ah, faut effectivement. travailler au corps, en fait. Hein. Ah ouais, quand
Quand j'ai acheté celle-ci, je regardais les prix de la 16610 et elle était déjà à 8-9 000 euros en 2016. Et là, je me disais non, je ne vais pas remettre 8-9 000 euros dans une montre d'occasion que moi j'ai touché à 4 000 et quelques. Je sais pas, ça me paraissait complètement débile. Ok. Et du coup, en fait, je me suis orienté vers celle-ci, Ouais. que je regarde pas. Ouais. Non, mais l'autre problème aussi, c'est quand bien même la Kermit en question ne serait pas envolée. D'accord? Tu ne peux plus l'acheter neuve en full set. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. T'as déjà acheté une montre d'occasion? Oui. Ah, bah voilà! Ah oui, oui. Tu vois, tout va bien! Ah oui, oui. Hein? Tu vas t'y mettre? Tu vas bientôt te mais mettre au vintage? Alors au vintage, pourquoi pas? Je pense qu'il pourrait y avoir mais ce sera peut-être, on en débattra peut-être après, je ne sais pas. Ah. Mais effectivement, si je devais effectivement me mettre au vintage, il y aurait l'année de mon année de naissance et puis probablement sur une Rolex, encore une fois. Bah, je crois qu'il a un petit problème avec les Rolex, hein, les amis, mais c'est pas grave, on a tous des problèmes assez similaires. Stéphane, c'est sur Rolex, d'autres, c'est sur d'autres marques. Ça peut être Omega, ça peut être Patek Philippe, ça peut être Longines, peu importe. Vous savez, il n'y a pas de mauvaise montre, il n'y a que des belles histoires de montres à raconter. Est-ce que tu vas nous raconter maintenant, Stéphane, comment tu as démarré dans l'horlogerie, ou est-ce que tu te souviens de ta première montre? Enfin, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu es arrivé parmi les maboules de l'horlogerie, quoi, tu vois? Ouais, bah écoute, en fait, tout petit, je me souviens que j'allais fouiller dans la boîte à bijoux de mon père. Oui. Et mon père n'avait pas vraiment de montre de valeur. Tiens. Je te remercie. Il avait plutôt je crois qu'il avait une Timex qui était en panne. Enfin bref, c'était pas des montres qui étaient terribles et puis en plus, elles fonctionnaient pas. Et donc, dès que j'ai pu, à mon anniversaire, demander une montre, on m'a offert une Kelton. Quel âge? Je pense que j'avais 8 ans, donc Ouais. je dirais vers 77. Oui. Donc c'est le premier souvenir que j'ai au niveau de mes montres. Et ensuite, je fais un grand bond, puisqu'on arrive en 84, je crois, donc j'ai 15 ans, et j'ai ma première Swatch. Et Au début des Swatch, début des Swatch. bien sûr. Hein. Je crois que c'est 83 les La vache, Swatch. c'est comme moi, quoi. Comme moi pour la Swatch, hein. Je crois pas que j'ai eu de Kelton, hein, mais c'est pas impossible. Swatch 82 aux US, je crois, Ouais. et 83 en Europe, hein. D'accord. Si c'est des carabistouilles, les amis, vont m'assassiner dans les commentaires, enfin gentiment. Ouais, et donc après j'ai eu 2-3 autres Swatch jusqu'à ce que je me paye avec mon premier salaire une Seiko. Une Seiko à l'époque à quartz évidemment, mais à cristaux liquides, toute noire. Et à l'époque, il n'y avait pas de PVD, de système PVD ou de céramique. C'était un traitement avec une peinture. Donc le moins d'impact dessus, tu voyais l'acier blanc en dessous, c'était vraiment pas terrible. Donc l'année suivante, je monte un petit peu en gamme chez Seiko. Je m'achète un beau chronographe, mais à l'époque c'était 38 mm, c'était tout petit. Toujours à quartz, ça faisait alarme, enfin ça faisait plein de trucs. Et le premier modèle chronographe ou premier modèle automatique en tous les cas que je me paye, c'est en 93, une Longines, un chronographe Admiral qui était assez épaisse avec un mouvement ETA 7750 qu'on retrouve sur la plupart des productions de l'époque et encore aujourd'hui. Et, En chronographe, ouais. En chronographe, ouais. Ouais. Et j'en étais vraiment très très content. Elle avait un bracelet requin bleu, un fond blanc. Et c'est la seule montre, je crois, que j'ai eu avec un fond blanc. Après, toutes les montres qui sont venues derrière étaient avec des nuances de C'est marrant, cadran. ça. Tu l'as encore, cette Longines? Non. Je m'en suis séparé en 97 pour acheter une autre montre. D'accord, donc tu as petit cheminement comme ça. Et premier Rolex, 2003. Alors 2007 pour pardon. la première Rolex. Mais avant, je suis passé par une autre marque qui m'a permis de découvrir en fait Rolex, c'est Tudor. En 2002, je me paye un chronographe Chronotime, mais qui était siglé Tiger à l'époque, donc avec un fond noir et tout. Et j'ai trouvé que la finition, la qualité de la finition était exemplaire par rapport aux autres marques que j'avais eues avant. J'avais eu du Bell & Ross, j'avais d'autres marques, du Tag, etc. Et finalement, l'acier était assez tendre, il marquait assez facilement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte avec cette montre-là qu'elle était vachement costaud. Quelle année la Tudor? 2002. 2002. À l'époque, je ne sais pas en fait, je te pose la question. Hein. Si vous savez, évidemment, vous nous aidez.
C'était encore boîtier Oyster, couronne Rolex, Non. bracelet Rolex, etc. Non. Ils ont arrêté en 1998 les couronnes et les fonds de boîte. Déjà, le bracelet ne portait plus la couronne depuis, je crois, 90 ou 91 à cette époque-là. Donc, en fait, jusqu'à 95, en gros, tu as eu les big blocks, ce qu'ils appelaient les big blocks. Et après, on est passé sur les boîtes qui vont suivre jusqu'à 2010 ou un truc comme ça. Mais déjà, progressivement, ils ont changé, ils ont retiré les couronnes et tu avais le petit logo Tudor qui apparaissait déjà dès 2002. Ouais, ils ont oublié la couronne en termes de logo et ils sont revenus Tudor avec le logo, avec le bouclier, C'est ça. plutôt qu'avec la rose. Exactement. Hein, c'est ça, ouais. Exactement. Et je crois que cette période-là, donc fin des années 90, 2010, on va dire jusqu'avec le retour de la Black Bay, on va dire, hein, enfin, Ouais. qui revient sur les bases des submarineurs Ouais. Tudor de l'époque, c'est 10 ans. Ah, c'est des années qui sont compliquées dans l'horlogerie suisse, hein. Il y a des mélanges un petit peu de tout, etc. Mais moi, je crois que toute cette période-là, mais comme tout, hein, dans 10 ans, ça va être beaucoup recherché parce que c'est des années charnières avec des trucs qu'on trouve dépassés aujourd'hui, pour ne pas dire des choses laides, mais ça va, moi j'y crois. Je pense que ceux qui veulent investir dans le vintage, il y aura des choses intéressantes. J'enchaîne là-dessus parce que je vois bien qu'il n'est pas d'accord. Alors, Ouais, je suis pas pourquoi tout à t'es fait d'accord avec toi parce qu'effectivement, jusqu'à en gros 2005, le Chronotime, tu le trouves avec des nuances et des couleurs qui ont fait sa renommée. Ouais. Et à ce moment-là, Tudor se perd totalement. Il commence à nous sortir des chronographes avec des cadrans bleus flashy, des rouges, ils sont totalement perdus du chrome un petit peu partout sur des jubilés, enfin de l'acier poli. C'était vraiment pas terrible. Je crois que leur Submariner était devenu Aquanaut avec des aiguilles un peu spécifiques. Ils se sont perdus, je pense, pendant un certain temps. D'ailleurs, je me suis détourné de Tudor pendant quelques années, jusqu'à ce qu'ils ressortent effectivement une nouvelle collection, qui est la Black Bay, je crois, sortie en 2012. Et là, effectivement, on repart sur une boîte qui ressemble étrangement à ce qu'on pouvait trouver en Big Block. Également avec du mouvement ETA au départ. Et puis ensuite, ils ont sorti leur mouvement manufacturé, je crois qu'en association avec Breitling, sur des Pelagos, et là c'est super. On a vraiment des super bécanes. Et franchement, aujourd'hui, je pense qu'on est... Tu as eu une Pelagos? Alors j'ai eu les deux, j'ai eu la Black Bay, mais en mouvement ETA, et ensuite j'ai eu la Pelagos avec le mouvement manufacturé. Et là, franchement, je pense m'en repayer une. Ouf. Il ose parler de sa prochaine montre avant le quiz, les amis. Je vais changer les questions pour qu'elles soient encore plus difficiles. Donc en fait, une sacrée aventure, une sacrée montée en puissance. Dernière question avant de passer au quiz. Hein, je commence à le faire flipper là, parce que, attention, il est solide. Et j'ai peur que mes questions ne soient pas au niveau. Est-ce que sur ta première belle montre, belle montre, j'aime pas ce terme-là, ta première montre, on va dire, qui t'a fait rentrer dans l'horlogerie mécanique avec l'histoire qui va avec, autre chose qu'un produit vite fait, bien fait électronique. Hein. Je parle des Seiko à quartz à cristaux liquides, les amis de Seiko, je parle pas des Seiko mécaniques. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Longines? Ah bah Longines, est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier pour toi, justement à cause de cette montre, ou tu mets ça dans le même sac que d'autres marques où finalement j'ai l'impression que tu es un Rolex fan pur beurre et éventuellement Tudor a le droit de citer, quoi. Alors en fait, je regarde tout ce qui se fait dans l'horlogerie. Hein. J'aime beaucoup Jaeger-LeCoultre avec sa Reverso notamment. Mais pour répondre à ta question, Longines à l'époque était depuis je crois les années 70 en Formule 1. Et en 84, je tombe amoureux de la Formule 1. Et du coup, passionné, en fait, ça suit son cours. Et puis en 93, donc, quand je m'achète une Longines, pour moi, il y a un écho à ce que je voyais sans arrêt lorsque je regardais les Grands Prix de Formule 1 où il y avait marqué le chronomètre, Longines, etc. Aujourd'hui, pour moi, Longines a perdu un petit peu. Je parle de moi. Hein, non, bien sûr. Je ne parle pas dans l'absolu. Mais pour moi, Longines a toi, perdu un peu de. C'est toi le docteur Bruce Banner. Hein, voilà, c'est ça. Hein, Longines a perdu un petit peu de sa superbe, même si c'est une marque illustre. Voilà.
J'ai Tu devais- j'ai plus d'affection particulière ok, pour Longines. ok, ça marche. Vous voyez, c'est différent. Tu vois, tu parlais de Formule 1. Moi, la marque que j'associe à la Formule 1, c'est Tag Heuer. Il s'avère que j'ai eu une Tag Heuer pour mes 30 ans. Mhm. Je suis pas un grand fan de ce qu'ils ont pu sortir ces derniers temps, etc. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je suis arrivé réellement dans ce que ça peut signifier l'horlogerie avec Tag. Et donc, j'ai une affection particulière pour cette marque. Voilà, c'est comme ça. Tu as raison. Hein. D'ailleurs, après Longines, je crois que Tag est arrivé dans les années 90-91 pour justement chronométrer la Formule 1. Et à l'époque, Tag, je crois que tu en as parlé dans d'autres émissions, mais c'est un sponsor de McLaren. C'est même, je crois, un des partenaire. Et puis, il rachète la marque Heuer. Et il y a Ayrton Senna qui porte ces fameuses montres. Bien sûr. Je ne sais pas si l'écurie McLaren a appartenu à Technique d'avant-garde. Je crois Mansour Roger qui non. était Ouais, le tout à fait. proprio, je crois qu'il était sur la... Tout à fait. Les amis, c'est parti pour le quiz. Alors, Stéphane, je t'ai concocté deux petites questions, mais je pense qu'elles sont assez faciles, hein, parce que il envoie du lourd quand même, l'ami, mais j'ai l'impression que tu ressembles plus quand même à Bruce Banner qu'à Lou Ferrigno. Hein, t'es d'accord ou pas? D'accord. Alors, première question, attention. La référence 116-610 LV, lancée en 2010, Ouais. succède à la référence 16610 LV, qui a été lancée en 1955, réponse A, 1962, réponse B, 2004, réponse C. Alors moi, je te dirais 2004 parce que j'ai pas le choix dans ton questionnaire, mais je dirais plutôt 2003. Ah, peut-être me suis-je mal renseigné, les amis. Mais en tout cas, on va dire que c'est une bonne réponse. Donc tu ne crois pas du tout à 1955-1962. Non, du tout. Du tout. Pourtant, il y avait des feintes. 1955, c'est le début du personnage Hulk chez Marvel. D'accord. Et 1962, pardon, c'est le contraire. 1955, c'est l'arrivée de la grenouille Kermit dans le Muppet Show. D'accord. Et 1962, c'est le début de, Ah, tu vois, j'étais pas au courant. c'est le début de Hulk dans Marvel. Très bien. Peut-être me suis-je mal renseigné. Tu as raison, en fait. La Submariner a été lancée en 53, mais c'est en 2004 qu'il fête le 50e anniversaire. Alors, Tu penses que c'est en 2003? c'est en 2003 parce que la Submariner a été présentée en 53, il me semble. Oui. Et donc, 50 ans plus tard, en 2003, ils sortent la Submariner anniversaire. Superbe. Au final, ça fait toujours 1-0 pour toi, Stéphane. C'est un bon début. Et j'ai de la chance, puisque s'il avait perdu 2-0, peut-être qu'il se serait transformé en cette superbe machine toute verte. Alors, deuxième question. Il existe une Rolex Submariner bleue en or blanc. Quel est son surnom? Réponse A, Smurf. Réponse B, Navy. Réponse C, Mystique. Ouais, je dirais tout de suite réponse A. Donc tu crois pas à Mystique, la super vilaine avec les X-Men Non, non. et les Navy, Planète Pandora, Du tout. Avatar? Du tout. Pour moi, Bon. elle est en France, je crois qu'il appelle la Schtroumpf. Donc aux États-Unis ou en Angleterre, ça va être Smurf. Eh oui, bonne réponse. Non. Belle victoire 2-0, Stéphane. C'était un peu facile quand même, mais franchement, surnommer une Rolex Submariner bleue en or blanc Schtroumpf, c'est quand même un peu limite comme Écoute, surnom. Hein. c'est Ils, auraient, devenu- ils auraient pu trouver mieux. Hein. Je pense également, mais bon, c'est mignon, on va dire. Bon, belle victoire, les amis. Vous avez vu depuis le début ce qu'il envoie. Il a eu à peu près toutes les Rolex, plutôt sportives et professionnelles. Plutôt de plongée, ouais, Ouais, effectivement. plutôt de plongée. Et effectivement, il a trouvé facilement ces deux questions. Je vous confirme que pour la saison 2, qui débutera dans le courant du mois de septembre 2020, il y aura 3 questions pour justement faire qu'il y ait toujours quelqu'un qui gagne et non pas de match nul. Voilà. On enchaîne, cher Stéphane, sur la dernière partie de cette émission, sur ta prochaine montre. Tu as quand même réussi à en vendre, parce qu'il en a vendu une autre aussi, on n'en a pas parlé parce qu'on n'aurait pas le temps pendant le confinement.
t'as un truc qui te gratouille ou qui te chatouille là, comme Ouais, dirait le ouais, docteur Knock. Ouais, Oui, on ouais. fait tout dans les docteurs. Hein. Exactement, exactement. Je vais aller voir le docteur d'ailleurs après. J'ai vraiment envie de me repayer une Pelagos et du coup Attends, encore une Tudor Rolex Tudor? Ouais, parce que je trouve que le design me correspond parfaitement. J'aime beaucoup. Alors par contre, Attends, Pelagos, c'est plongeuse c'est une plongeuse de chez Tudor. de chez Tudor. On retrouve la valve hélium qu'on a sur les Seed Wheeler de chez Rolex. Par contre, on est sur un modèle qui est tout en titane. Donc malgré le fait qu'elle soit, je crois que c'est 42 mm, elle est un peu plus épaisse effectivement que les Submariner, peut-être même que les Seed Wheeler. Et par contre, on a le titane. Donc en termes de poids, c'est kiff-kiff. Hein. Et puis, Attends, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire que elle est. Attends, tu m'as bien dit que tu avais une Seed Wheeler 4000. voilà. D'ailleurs je t'ai amené pour que tu puisses, fais voir ça. pour que tu puisses comparer avec. Attends, donc tu portes. Oh là, c'est compliqué les gars là. Il a 2 montres au poignet, mais quel est le bon poignet quand tu portes ta montre? Toujours à droite. Toujours à droite. Donc là, c'était pour faire la surprise. C'était pour faire la surprise. Ou alors t'as pas confiance dans ta montre du poignet droit et tu veux être sûr d'avoir l'heure avec une autre non, montre. je me balade D'accord. jamais avec 2 montres. Ok, donc ça. Ok, donc C'est en ça, 40 mm là. Ouais. Hein, et tu es sur une montre qui est quand même relativement lourde par rapport à une Submariner. Tu as plus de matière. Ouais. Hein. Je commence à perdre la boule, les amis, hein, ça m'inquiète. Bon, d'un autre côté, on a le même âge, donc. Mais j'ai déjà fait un épisode sur cette montre-là. Effectivement. Avec Julien. Salut Julien. Quand tu veux, d'ailleurs, tu reviens avec ton Audemars Piguet que tu as acheté en vendant ta Seed Wheeler. Donc, toi, ce que tu voulais dire, c'est que ta Pelagos, elle est aussi épaisse et aussi grosse que celle-ci, mais elle est plus légère, et donc elle a un poids similaire à une Submariner classique. Alors, C'est ça que tu je dis ne sais pas si elle est. Tu peux me passer les deux en bien même sûr. temps que Bien sûr. je les regarde. Je ne sais pas si en fait elle est plus légère que la Seed Wheeler, la Pelagos, mais en tous les cas, elle est plus grosse. Et le fait qu'elle soit composée de titane la rend pas plus lourde que la Seed Wheeler. Ouais. Alors je suis pas au gramme près, mais Là, on voit bien, hein, c'est clairement la même famille. Hein. Il y a l'épaisseur qui est différente, il y a la valve à hélium, on voit le fond de boîte qui a priori a l'air plus épais. Voilà, en fait, de loin et rapidement comme ça. Hein. C'est ce que je disais d'ailleurs dans l'épisode avec Dis-moi ce que tu en penses avec Julien sur sa Seed Wheeler. C'est que la différence entre ça et une 114 060, donc une Submariner No Date, faut quand même toucher sa bille pour faire la différence, hein, parce que tu vois pas la différence de lunettes spontanément. La valve à hélium est extrêmement discrète. ouais. Tu vois, sur les Seamaster par exemple, ou les autres montres marques qui font des valves à hélium, en fait, tu as une couronne additionnelle. Ouais. Ah ouais, Voilà. exactement, ouais. Ouais. Alors, par contre, celle-ci, elle est plus affinée que les Submariner au niveau de la boîte. Ouais. Elle est plus fine. Ouais. Et quand tu la mets côte à côte, tu as le sentiment qu'elle n'est pas en 40 mm, la SD 4000. Tu as même le sentiment qu'elle est en 38 ou 39. Ouais. Hein, ou Ouais. que l'autre est fait un 41 ou 42. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'une nouvelle fois, tiens, attends, non, on a dit j'en garde une. Non, Vas-y, je te rends les deux, vas-y. je te rends les deux. Il me semble que, tu vois, enfin, tu étais d'accord sur le fait que cette hull qui était un peu finalement le souvenir de la Kermit, là, tu veux reprendre une Pelagos parce que tu regrettes de l'avoir vendue? Ouais, effectivement, la Pelagos que j'ai eue il y a 3-4 ans, dès que le mouvement manufacture est sorti, eh bien aujourd'hui, elle me manque cette montre. Je l'ai trouvée vraiment très très bien et j'ai envie de me payer une Pelagos, effectivement. Alors j'ai vu qu'ils avaient Donc sorti. laquelle? Parce qu'il y a le noir, il y a le bleu. Justement, voilà, c'est ça le problème. Moi, je l'avais eue en bleu. Et elle était vraiment super parce qu'elle était originale. J'ai l'impression que c'est celle que j'ai vue le plus au poignet, en fait. La bleue? Ouais, la bleue. Et là, il n'y a plus? Alors si, il y a. Tu as encore la bleue. Tu as la noire, finalement, qui est noire et blanche, mais qui ressemble beaucoup trop à ma Seed Wheeler. Et il y a une autre version qui est faite pour les gauchers. Ou les droitiers, plutôt. Les droitiers. Et celle-ci, elle a les index crème. Elle a la date qui change, je crois qu'en paire, elle est rouge, en impair, elle est noire ou l'inverse. Quel est le rapport avec les droitiers? Il a un problème de Et vue, le surtout, droitier? tu as Non, la couronne qui est inversée. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Alors,
Parce que toi, tu la mets à droite, toi. Je la mets à droite et justement, la Pelagos, elle marque moins au niveau de sa couronne le poignet. Pourquoi je la mets à droite? Moi, c'est parce que j'ai l'habitude, pour éviter de m'abîmer le poignet en manipulant. Avec cette petite Pelagos, il est possible que j'inverse et que je la mette à gauche du coup. Oh là là, les gars, je suis perdu parce qu'au final, voilà la question que je vais lui poser. Mais t'es droitier ou t'es gaucher? Je suis droitier. D'accord. Ok, donc moi je suis gaucher, je porte à gauche comme la plupart des gens, ouais, c'est la plupart. alors qu'en fait le gaucher devrait porter sa montre à droite. Ouais, je pense effectivement. Mais bon, initialement, je pense que le réflexe c'était de se dire, on crée la couronne pour les droitiers, on la met à droite pour qu'ils puissent la manipuler. Or, en fait, on démonte toujours la montre et puis après, on a toute l'attitude pour la régler, qu'on soit gaucher ou droitier. Donc, écoute, Ce qui expliquerait que sur la première Monaco, par exemple, ER Monaco, ER Otavia, je veux dire, une montre classiquement se porte sur le poignet gauche et que la couronne a été mise à gauche pour montrer qu'en fait, ce geste-là, qui consiste à attraper la couronne et à la remonter, en fait, il n'y en a pas besoin puisque c'était le chronographe automatique de la marque ER à l'époque. Et ils avaient mis en avant que les poussoirs finalement, sur la droite. Oui, c'est ça. Comment tu vas t'y prendre pour l'acheter tu vas appeler Stéphane Plaza? Non, je ne vais pas appeler Stéphane Plaza. Je pense que je vais me servir d'un site dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est international. Et Chrono 24 ? pour avoir acheté une montre par l'intermédiaire de ce site-là, tu as des sécurités quand même aujourd'hui. Donc, ce qui fait que tu n'es pas obligé d'acheter précisément en France. Après l'avoir essayé, je vais l'essayer, bien que je la connaisse déjà, mais j'ai envie de la revoir en tous les cas. Mais tu vas l'acheter neuve. Et je vais l'acheter neuve. Ouais. Je vais l'acheter neuve parce que le titane, c'est un peu particulier. C'est une matière qui si elle n'est pas, c'est pas entretenue par un maniaque, ça peut marquer assez facilement. Bien sûr. Ça a comme caractéristique justement d'être beaucoup moins résistant aux micro-rayures. C'est ça. Voilà, et ça peut marquer effectivement assez vite. Vous savez quoi, les amis? Il me vient une idée, c'est que le jour où Stéphane achète une montre d'occasion, je vais lui dire qu'il me rappelle et il reviendra, on fera une émission parce qu'on verra qu'il a décidé de vivre sa vie horlogère d'une façon additionnelle et non pas différemment puisque chacun fait ce qu'il veut. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier, de m'avoir reçu. Les amis, on s'est encore régalé. Si vous avez envie de participer, c'est extrêmement simple. Vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr. Vous pouvez même maintenant remplir un formulaire sur www.dailyshoes.fr. Vous mettez les références de votre montre, votre numéro de téléphone, de quoi vous avez envie de parler. Et puis on trouvera un moment pour enregistrer une vidéo, soit un épisode de Petite Montre entre amis, soit un duel time si vous êtes au Canada, au Vietnam, en Australie, à Moscou, à Saint-Étienne, à Strasbourg ou à La Rochelle. On trouvera toujours une solution pour faire une émission ensemble et partager notre passion commune, l'émotion qu'on a avec nos montres. Allez, à bientôt!